Bien, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers et chers collègues, plus que d'autres peut-être, la question bioéthique convoque le meilleur de nos consciences humaines. À vrai dire, c'est presque un peu malheureux. Nos consciences sont-elles suffisamment en éveil, suffisamment précautionneuses face aux enjeux plus quotidiens, face aux enjeux du climat, de la santé, du travail, du chômage, des inégalités, de la démocratie, où se posent de lourdes questions éthiques. Toujours est-il que le pouvoir acquis par l'humanité sur la vie elle-même, à travers la connaissance et la technologie, parce que la condition humaine devient ainsi, sous certains aspects, réformable, nous interroge de façon particulière sur notre destin commun. Que faire de ce pouvoir, de ce super-pouvoir? Et à quelle fin? Que devenons-nous en l'exerçant? Nous voici face à des questionnements vertigineux, parfois à des doutes, en tout cas face à des enjeux de civilisation qui peuvent engager l'avenir du genre humain. Des questions qui, si elles viennent toucher à l'intime, n'en sont pas moins éminemment politiques. Elles nous ramènent à une seule interrogation qui les irrigue toutes. Comment respecter la dignité de la personne humaine? Poser la question, contrairement aux apparences, ne suffit pas à y répondre. Et il serait fou d'aborder cette discussion sans se dire un mot de cette exigence fondamentale. Nous savons combien elle peut être battue en brèche par les logiques de marchandisation, d'instrumentalisation, de profit ou de rentabilité, qui cherchent à nidifier partout où elles le peuvent. Nous savons combien elle peut aussi être mise en cause par des démarches totalitaires, déshumanisantes ou discriminantes. Nous devons produire l'effort de prendre les choses à la bonne échelle, de faire preuve du recul et de la hauteur de vue nécessaire, d'affronter les questions sans biaiser, sans se soucier, ou plutôt de se soucier, de toutes les conséquences. En ayant le courage de tracer collectivement les frontières de l'éthique. Cela suppose un débat profond, un travail d'élucidation du sens. Cela suppose de n'en pas rester à une approche libérale, une approche de marché, mettant en regard une offre et une demande. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne peut y avoir de bioéthique sans frontières, sans conditions, ni sans interdit. Le désir individuel ne peut suffire à faire lever une règle s'il emporte la mise en cause de fondamentaux communs essentiels à la communauté des humains. Cette réflexion doit se mener avec considération pour les premiers concernés, parce qu'on se trouve en face de sujets sensibles et qu'il y a derrière les décisions que nous avons à prendre, des attentes, des désirs, des possibles, et que les réponses ne sont pas nécessairement en noir et blanc, ni les contours toujours faciles à tracer. Il s'agit souvent de savoir sous quelles conditions peut s'exercer le pouvoir que nous confèrent les avancées scientifiques. Ni le libéralisme, ni le conservatisme ne constituent des attitudes envisageables. C'est mal poser le problème. Il faut résolument examiner les sujets avec le souci de respecter à la fois tout être humain et tout l'être humain, la personne comme sociétaire de l'humanité, passée, présente et à venir. Ainsi, le champ est vaste, des questions qui nous sont posées et la loi ne le couvre pas dans son entier. Nous sommes sans doute en deçà des enjeux sur les progrès de l'intelligence artificielle, sur les applications du big data, sur les démarches transhumanistes, sur la nouvelle guerre des étoiles, etc. Il y a là des potentialités émancipatrices, mais aussi de quoi dénaturer l'humain, de quoi porter atteinte à nos libertés, de quoi altérer notre libre développement. Et de puissants moteurs, notamment mus par des intérêts privés, sont à la manœuvre sur ces champs technologiques. Or, la personne humaine est le fruit d'un processus civilisant, dont elle est aussi le sujet. Alors, quelle humanité voulons-nous être? N'écartons pas cette question, ne laissons pas la réponse être dictée hors de toute délibération démocratique. Je veux ici dire la nécessité de fonder les choix que nous sommes amenés à faire sur des arguments cohérents et conséquents qui prennent en compte les contradictions réelles. L'assistance médicale à la procréation a été développée ces dernières années pour les couples qui rencontrent des difficultés à procréer. Il est proposé ici d'étendre la possibilité d'y avoir recours aux couples de femmes et aux femmes seules qui nourrissent un projet parental. Nous y sommes favorables. Pour certains, il s'agirait d'ouvrir un droit à l'enfant. Ce serait inacceptable si c'était le cas, parce que l'enfant est une personne qui ne saurait être chosifiée, mais il s'agit, en l'occurrence, simplement d'ouvrir non pas un droit opposable, mais la possibilité d'accéder à une assistance possible dans son projet familial. Et l'on peut souligner que ce projet n'invente pas les différentes formes de parentalité qui existent déjà dans la société. Au nom de quoi, donc, refuser cet accompagnement médical et social dans des démarches dont on sait au passage qu'elles peuvent être
difficile et parfois infructueuse. Nous ne croyons pas qu'elle porte atteinte en soi à la dignité humaine ni aux droits de l'enfant à partir du moment où l'amour parental est à la source. En revanche, nous croyons que tout cela s'inscrit dans une conception renouvelée de l'assistance médicale à la procréation avec donneur. Cette extension appelle à la repenser en se dégageant des attendus de la vraisemblance et en assumant la force du don. De ce fait, il s'agit de reconnaître que la parentalité naît du désir et du projet, qu'elle se construit dans la relation éducative et humaine, qu'il s'agit là d'une parentalité pleine et entière. Là sont les origines, non exclusives d'ailleurs, loin de toute conception biologisante de l'être humain, quand son développement et son émancipation sont tellement plus riches, tellement moins prédéterminés. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous exprimons des réserves sur la levée de l'anonymat du donneur, craignant de surcroît qu'elle fonctionne comme une incitation sociale à l'actionner. Il nous semble également que l'anonymat est une condition indispensable du don et que porter atteinte à la philosophie du don telle que nous la connaissons dans notre pays n'est pas sans emporter de conséquences. Par-delà toutes les possibilités existantes, pour préserver le sens donné à la naissance, nous croyons qu'il faut en rester à ces deux formules. L'assistance sans donneur lorsqu'elle est possible et l'assistance avec donneur anonyme lorsqu'elle ne l'est pas. Ouvrir à d'autres combinaisons ne reviendrait-il pas à entrer dans d'autres démarches risquées du point de vue éthique? Pour ce qui concerne la GPA, qui passe par l'instrumentalisation, marchande ou non, du corps d'autrui, elle nous semble mettre gravement en cause nos principes éthiques. Il ne s'agit donc pas de nier la finitude des êtres humains que nous sommes, avec leurs facultés individuelles, et de faire comme si, mais bien d'assumer que la société accompagne, dans les règles respectueuses de la personne humaine qu'elle se donne, l'accomplissement de projets familiaux. Et les dispositions liées à la filiation ne doivent avoir d'autre but que d'établir l'égalité des enfants à naître au commencement du droit dans l'état civil. C'est pourquoi nous pensions qu'il fallait, dans cet esprit, établir une procédure identique, et vous avez fait un mouvement significatif dans cette direction. Pour nous, l'ensemble des activités liées à l'assistance à la procréation méritent un soin particulier dans leur gestion. En aucun cas, aucun marché ne doit pouvoir se développer en ce domaine. En aucun cas, aucun profit ne doit pouvoir en être retiré, quel qu'il soit. Et je ne parle pas ici du juste salaire rétribuant le travail effectué. Il paraît donc nécessaire de permettre un développement adapté du service public, y compris pour gérer les démarches nouvelles, les fichiers de données, etc. C'est pourquoi nous sommes vent debout contre l'offensive menée en commission visant à ouvrir la conservation des gamètes aux établissements privés à but lucratif. Cette disposition doit être supprimée et les moyens doivent être donnés aux sécos de faire leur travail dans les meilleures conditions. Car l'ensemble des enjeux que nous venons d'évoquer appellent des moyens. Et pour l'heure, nous n'avons pas d'assurance tangible de ce point de vue. L'éthique a un coût et il faut l'assumer, sans quoi nous philosophons, ce qui n'est pas inutile, mais insuffisant. Permettez-moi à ce stade un mot sur le laboratoire de fragmentation des biotechnologies, dont le sort m'inquiète puisqu'il semble prévu d'y faire entrer des investisseurs privés. Il faudrait au contraire étendre les capacités publiques en la matière. Mon amendement sur la question a été refusé, il ne sera pas examiné. C'est pourtant bien un sujet de bioéthique dont l'Assemblée devrait avoir à connaître. Je veux revenir un instant sur les données génétiques qui font aujourd'hui l'objet d'un commerce à l'échelle internationale qui devrait inquiéter. Ces données sont à la fois individuelles et collectives. Elles sont la matrice du genre humain. Le plus grand soin doit être apporté à leur devenir, à leur utilisation. Les logiques de propriété des données, les exigences de stockage et autres contingences posent de vastes problèmes auxquels il nous semble que nous ne sommes pas vraiment, au rendez-vous. Pour ce qui est de la recherche, indispensable à connaître, à comprendre, à soigner, il convient, cela va de soi, de n'étendre son champ que dans les limites que nous déterminons et sans céder à quelque pression que ce soit de la recherche internationale, de la concurrence dans la recherche internationale, si l'éthique nous semble en cause. Nous sommes désormais parvenus aux frontières, dans un certain nombre de domaines, d'une mise en cause de l'espèce humaine, de la modification possible par la main de l'humain de l'homo sapiens sapiens. Voudrions-nous vraiment engendrer ces humains augmentés, des humains augmentés pour nous remplacer? Sans aller jusque-là, se profile la possibilité d'un tri de plus en plus généralisé ou généralisable, où nous nous arrogerions le droit de décider, finalement, qui a le droit de naître et qui doit en être empêché.
tout ce qui nous rapprocherait de cette perspective doit être écarté. Nous savons que nous sommes imparfaits, que nous sommes fragiles, inégalement fragiles, mais fragiles, et riches de nos diversités. Et pour ma part, c'est de cette humanité-là que je veux être. Je veux enfin vous faire part d'un doute. À chaque loi bioéthique, l'émergence des possibles, qui n'est pas toujours mue par les ressorts de l'humanisme, nous bouscule. Certains considèrent la loi bioéthique comme la frontière de l'Ouest. Je crois qu'il nous faut à la fois prendre le meilleur de ces possibles, mais aussi savoir résister aux accélérations qui se présentent comme inéluctables et dont nous mesurons les dangers. L'enjeu n'est pas mince. Se hisser à bonne hauteur. Rester maître de notre devenir autant que nous le pouvons, du devenir du genre humain. Voilà, j'ai dit ce que je crois aujourd'hui, au moment de vous parler. Je l'ai dit avec humilité, je l'ai dit avec sincérité, comme j'ai toujours à cœur de le faire, et peut-être avec plus de soin encore. De la naissance, de la vie, de la maladie, de la mort, qu'il soit rageusement proscrit d'en faire commerce. Et l'humain, qu'il soit toujours au plus haut point respecté. Pour cela, prenant appui sur cette expérience d'appropriation collective à laquelle appelle la bioéthique et l'expérience dans laquelle nous sommes, il ne vous surprendra pas que j'appelle à en élargir le champ. L'humanisation de l'humanité est un grand dessein. Regardons-nous suffisamment en face la crise anthropologique qui nous tenaille, cette crise de sens, cette crise de l'imaginaire, cette crise du commun. Elle n'est pas du côté de la liberté et de l'amour, elle est dans le peu de soins que l'on prend, en toute connaissance de cause, de chacune et de chacun, et des liens qui nous unissent, dans l'épanouissement et la créativité humaine empêchée. L'homme, écrivait Marx, c'est le monde de l'homme. Et respecter l'homme, a écrit Lucien Sève, que je veux citer ici, qui fut le premier philosophe du Comité consultatif national d'éthique. Respecter l'homme, a-t-il écrit, ce n'est pas se cramponner à quelque statu quo naturel ou social, c'est agir avec vigilance et hardiesse pour son plus grand devenir humain. Nous pouvons, et cette conviction fait battre mes voiles, nous sortir des ornières où nous tient le capitalisme, où nous bloque le patriarcat, où nous enferment les racismes, pour créer des conditions favorables au libre développement de chacune et de chacun.